Nous reprenons, si vous voulez bien, et j'ai le plaisir de vous présenter Alexis Génie. Bonsoir. J'ai pensé qu'il était bon de l'inviter parce qu'il a publié un livre qui est intitulé « L'art français de la guerre », qui a obtenu le prix Goncourt il y a 2 ans, en 2011, et qui est un roman de littérature de guerre par quelqu'un qui n'a pas d'expérience de guerre, je crois. On en parlera. Mais qui a écrit, composé un livre tout à fait passionnant dont le héros, personnage central, a traversé les guerres françaises depuis la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, puis l'Indochine et l'Algérie. Et ce livre est construit d'une façon tout à fait intéressante, puisque à ce récit, dans le récit, est associé un récit cadre qui met en scène le narrateur et ses relations avec ce héros, ce personnage devenu un homme âgé et qui donc donne une sorte de réflexion contemporaine sur ces guerres qui se sont prolongées pendant 30 ans au moins, pendant 20 ans pour ce personnage, depuis la Résistance jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Donc il m'a semblé que dans le séminaire, mon cours est surtout sur les années 14-18, mais dans le séminaire, on a parlé de Tolstoï avec Georges Niva, la semaine dernière de Norton Cruz, c'était plus topique, plus lié à la guerre, mais il y aura dans le séminaire à la fois des interventions liées à la Grande Guerre, mais aussi un certain nombre d'interventions sur l'art de la guerre, ce que j'ai appelé la guerre littéraire. Et donc, ne serait-ce que par le titre, et même sans considérer l'importance de ce roman, la présence d'Alexis Génie était tout à fait souhaitable, et je suis très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bien, donc bonsoir à tous. Alors, je voudrais vous parler d'une question que l'on m'a posée et que de moi-même, je n'avais jamais pensé à me poser. Une question assez simple, assez directe, très compréhensible au fond, mais qui renvoie à un problème fondamental de la littérature. Une question qui, dans ma naïveté, ne me semblait pas être un problème, ou alors que je pensais résolu, au point qu'il n'était même pas la peine d'y penser. Mais on me l'a posée. La question était la suivante. Comment avez-vous pu écrire tout ça puisque vous ne l'avez pas vécu ? Mais en même temps, on reconnaissait le réalisme de ce que j'avais écrit. Et des vieux messieurs qui avaient vécu ce que je racontais retrouvaient là leurs souvenirs. Et ils venaient me voir pour me le dire. Et souvent, la question revenait, prononcée avec toutes sortes d'intentions. On me la posait avec étonnement, avec soupçon, avec un peu de hauteur méprisante parfois. On me l'a posée dans des salons du livre, dans des rencontres informelles, et même par voie de presse. En effet, j'ai écrit un roman dont une partie se passe pendant les guerres françaises de 1943 à 1962. Et comme je suis né en 1963, je n'y étais pas. Et comme il est question de la guerre, de cette expérience humaine fondamentale qui fascine tant, à laquelle on prête une nature particulière, tellement particulière qu'on ne peut l'imaginer, qu'on ne peut y avoir accès tant qu'on ne l'a pas vécu, eh bien on me posait souvent la question. Avec de l'étonnement, avec parfois un soupçon d'imposture, voire une discrète accusation de faux. Mais quand j'écrivais, je ne pensais pas du tout me demander comment je faisais, puisque je le faisais. Et quand la première fois on m'a posé la question, j'ai été pris au dépourvu,
Et j'ai pu répondre qu'en souriant, en haussant les épaules et en montrant le livre. Puisqu'il existait, c'est qu'on pouvait le faire. Mais le soupçon perdure. Il peut même être très argumenté. Alors je voudrais vous en donner un exemple. Je vais citer un article de Jacques Henrique qui compare mon livre avec celui de BHL, c'est « La guerre sans l'aimer ». Je n'avais pas pensé qu'on pouvait projeter la citation derrière, dommage. Bon. Alors, il argumente bien, il commence par citer quelques auteurs, quelques bons auteurs. Melville, par exemple. « La foi et la philosophie ne sont que du vent, mais les événements sont des reins. » Artaud. « Pourquoi mentir? Pourquoi chercher à mettre sur le plan littéraire ce qui est le cri même de la vie? » Peggy. « Il faut toujours dire ce que l'on voit. » Et Peggy de s'en prendre au lyrisme, à la métaphore, à l'éloquence. Là, Henrique commence. « Ne l'ayant pas lu, ça commence bien pour une critique, donc ne l'ayant pas lu, je me garderai de porter un jugement littéraire sur le roman de génie. Simple rappel, son livre relève de la littérature, entre guillemets. C'est à ce titre qu'un prix littéraire l'a couronné. Pas question de reprocher à son auteur de n'avoir pas traîné des bandes meuletières dans la boue des tranchées de 14-18, de n'avoir pas connu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, ni de n'avoir pas crapahuté dans les guerres postcoloniales, notamment vécues par ma génération, celle d'Algérie. Cet auteur de fiction écrit à partir de ce qu'il a lu, imaginé, pas de ce qu'il a vu. À partir de ce que l'histoire, la philosophie, le cinéma lui ont appris, pas de l'airain des événements. Démarche parfaitement légitime. Néanmoins, disserter de loin, abstraitement sur la guerre, sans jamais l'avoir approchée, a peu de chances de donner naissance à des récits ayant le poids de ceux d'un Stendhal, d'un Sandrars, d'un Malraux, d'un Hemingway, d'un Orwell, d'un Aragon, d'un Céline. Art de la guerre. Est-ce un mot qui aurait pu venir à l'auteur de La guerre sans l'aimer ? Quand il a sous les yeux, comme il le note dans son journal, des cadavres se décomposant dans le sable, couverts de mouches, un homme au bras arraché, hurlant de douleur, d'autres le visage embouilli, corps démembré, torse enfoncé. Comment, en effet, devant un tel spectacle, pourrait-on l'aimer, la guerre ? Ça, c'est envoyé. Alors là, j'ai l'impression que c'est plus les blessés qui vivent la guerre que celui qui la regarde, mais c'est pas grave. Alors, comment répondre à ça ? Comment répondre, en effet, ça a l'air tout à fait argumenté. Eh bien, la littérature répondra par elle-même. J'ai trouvé un petit passage tout à fait réjouissant dans Vie et destin de Vassili Grossman. Alors, la scène se passe à Stalingrad, et un personnage qui s'appelle Krimov est un commissaire politique qui, sur le front, va faire des conférences, etc., pour maintenir le moral des troupes, et il rencontre des militaires. Le soir, après sa conférence, Krimov discutait, toujours dans le même atelier avec le général Gouriev. Gouriev avait retiré sa veste et essuyait continuellement son visage rouge de chaleur. D'une voix rauque et forte, il proposait de la vodka à Krimov, criait des ordres au téléphone. De la même voix, il faisait un sermon à son cuisinier qui n'avait pas su faire griller les brochettes selon les règles, téléphonait à son voisin, Batchouk, pour lui demander si on avait eu le temps de jouer au domino sur le Mamaev Kourgan. En gros, nous avons des gars bien ici, dit Gouriev. Batchouk, il en a là-dedans. Le général Joludev, à l'usine de tracteurs, c'est un vieil ami à moi. Aux barricades, le colonel Gourtieff est bien lui aussi, mais il mène une vie de vrai moine. Il ne boit plus du tout de vodka. Là, il a tort. Et puis il entreprit d'expliquer à Krimov que personne n'avait aussi peu d'hommes que lui, 6 ou 8 par compagnie, pas plus. Personne n'était aussi coupé des arrières que lui. Il arrivait que sur une vedette de renfort, il débarqua un tiers de blessés à l'arrivée. Seul Gorokov, peut-être, au marché, dégustait autant que lui. Puis Gouriev se mit à expliquer pourquoi les journalistes écrivaient si mal sur la guerre. Ils restent planqués, les fils de pute, de l'autre côté de la Volga. Ils ne voient rien de leurs propres yeux, et après ils écrivent. Si quelqu'un les reçoit bien, ils parlent de lui. Prenez Léon Tolstoï. Il a écrit Guerre et paix, et voilà 100 ans qu'on le lit, et on le lira encore dans 100 ans. Et pourquoi ? Il a fait la guerre lui-même, il y a pris part, il sait de qui il faut parler. Permettez, camarade général, dit Krimov, Tolstoï n'a pas pris part à la guerre de 1812. Comment ça ? Demanda le général. C'est tout simple, laissa tomber Krimov. Tolstoï n'était pas encore né au moment de la guerre contre Napoléon. Pas né ? Gouriev reposa la question. Comment ça, pas né ? Mais que voulez-vous dire ? Et ils entamèrent une discussion passionnée. C'était la première fois qu'une discussion suivait une conférence faite par Krimov. Et au grand étonnement de Krimov, il ne parvint pas à convaincre son interlocuteur.
La littérature est une pratique qui a ses règles propres, assez mystérieuses et complexes. Il y a là un peu d'irrationnel, mais la littérature, par ses propriétés particulières, permet de raconter ce qu'on n'a pas vécu et de savoir ce qu'on ne sait pas. Et c'est exactement pour ces raisons qu'elle existe, qu'on en fait et qu'on en lit. Mais le questionnement ne désarme pas. Si je n'ai pas été témoin moi-même, c'est que j'ai dû rencontrer un témoin. Des gens m'ont demandé qui j'avais rencontré, qui m'avait raconté ça. Et ils ne me croyaient pas quand je leur répondais « personne ». On m'a même rapporté que quelqu'un connaissait quelqu'un qui était celui qui avait vécu ce qui est écrit dans le roman, celui que j'avais rencontré dans un bar, comme il est dit dans le roman, celui qui m'avait tout raconté, et le roman n'était que le récit de cette rencontre et la mise en forme un peu arrangée de ce témoignage. J'étais quand même assez discourtois de ne pas avoir cité ma source. Cette légende qui court est extraordinaire, car elle montre qu'il y a une mythologie du vécu, une mythologie de l'histoire vraie qui est profondément enracinée dans notre imaginaire. Si enracinée qu'on crée des légendes qui passent pour vraies pour que la réalité corresponde à la mythologie. Il s'agit d'une sorte d'évémérisme spontané qui impose que tout récit soit issu d'un réel avéré, juste un peu enjolivé. Quand vous avez le récit, cherchez le réel, il ne doit pas être loin. Dans nos représentations spontanées, celui qui vit a quelque chose à raconter. Et seul lui peut le raconter. Et donc l'écrivain a vécu. Il n'est que de voir l'accumulation de détails biographiques que l'on met sur les quatrièmes de couverture. La fascination pour ceux qui ont fait 1000 métiers, 1000 voyages, qui vivent ailleurs. Et la déception de mes interlocuteurs quand je leur dis que j'ai aucun détail biographique à faire valoir. L'écrivain, tel qu'on l'imagine, a donc vécu s'il peut écrire. Ou bien, par dispense spéciale, il peut recueillir les propos de celui qui a vécu, et les vertus du témoin se transmettront par contact. Dans cette mythologie, il y aurait une voie directe qui irait du réel vécu jusqu'au livre, en traversant sans perte ni transformation le corps de l'écrivain. Ceci me paraît une superstition. Comme si le langage se contentait de ne désigner que des choses présentes. C'est une des fonctions du langage, mais ce n'est que la plus simple. Ce mythe de l'enracinement dans le vécu refuse au langage toute autonomie, toute force d'invention, refuse à la littérature toute spécificité, la renvoie à cette fonction de décoration que l'on désigne par bien écrire. Le reste, les faits, ça doit être du témoignage. Mais l'écrivain écrit, et c'est tout. Et écrire signifie qu'il se pose d'abord des problèmes de littérature. Chalamov, qui est un écrivain russe, j'allais dire soviétique, mais le malheureux, il n'aimerait pas, un écrivain russe qui a passé pas mal d'années dans les camps sibériens. Il était à la Kolyma, donc il a vécu une des pires expériences que l'on pouvait vivre, et il a écrit des récits de la Kolyma, qui sont des petits récits qui font de 3 à 50 pages, où il est question que de l'expérience des camps. Et il y a tout un débat autour de Chalamov, justement, sur l'écriture du réel. Et Chalamov était extrêmement remonté contre la littérature romanesque, la littérature d'imagination, de fiction, etc. Il était très critique vis-à-vis de Pasternak, par exemple. Il trouvait que c'était fini tout ça, c'était fini les personnages, les digressions, la psychologie, il fallait être dans le réel. Et il y a tout un culte autour de ça, autour de Chalamov comme écrivain du réel. Parce que Chalamov est l'exemple même du témoin qui écrit. Et comme il écrit épuré, on peut croire qu'il n'écrit que le vrai. On peut croire que le vrai s'écrit directement à travers lui. Mais dans le recueil des récits de la Kolyma, on trouve une pierre de Rosette stupéfiante. On y comprend l'art littéraire de Chalamov en train de se faire. 2 récits qui sont les mêmes. La même histoire réécrite 2 fois. C'est l'histoire de la tentative d'évasion de soldats de l'armée rouge,
internés là après avoir été faits prisonniers par les Allemands. Ils ont été libérés par les Allemands, et comme tous les prisonniers libérés par les Allemands, on les a mis aussitôt en camp, parce qu'ils s'étaient rendus, donc ils étaient traîtres. Et une des nouvelles, qui s'appelle Le Procureur vert, donne une version longue de cette histoire, mêlée à des considérations sur l'évasion en général. Et une autre histoire, Le dernier combat du commandant Pougatchov, en donne une version dense et intense, parfaitement dramatisée. Et de l'une à l'autre, beaucoup de choses changent. La structure narrative est la même, l'intention est la même, mais tous les détails changent, les personnages changent, les épisodes changent, les noms changent, même le déroulement change, les faits changent. La plus courte, la plus ramassée et la plus construite, c'est celle qui a le plus fort impact. Et c'est probablement pas la vraie. On se prend alors à relire les autres récits, et on voit ô combien comment chacun est écrit, comment chacun est dramatisé, comment chacun est mis en scène pour un impact maximum. Car Chalamov, avant d'être un témoin, est un écrivain, et tout ceci est de la littérature. Il a beau vitupérer, polémiquer, attaquer Pasternak, coupable de faire encore de la littérature alors que lui écrit du réel, il ne peut en sortir. Il est écrivain. Et chacun des récits d'Akolima est un merveilleux objet littéraire, construit dans ce but. Penser au nom des souffrances de l'auteur, qu'il soit venu comme ça, est une superstition, un déni des conditions d'écriture, un déni des propriétés et des règles de la littérature. La littérature, c'est l'art d'emporter le lecteur, de lui faire vivre le plus réellement possible, en son corps si possible, ce qui est écrit sur la page. Car le lecteur ne voit jamais rien d'autre que ce qui est écrit sur la page. Il n'est emporté que si la page a été construite dans ce but. Et l'écrivain s'efforce à cette construction. Il travaille sur la page. La page est le seul lieu de travail de l'écrivain. Et le lecteur ne verra que la page. Tout le reste est hors champ, hors sujet. Tout le reste n'est pas littérature, pourrait-on dire. Le langage obéit aux règles du langage. Le réel obéit aux lois de la réalité. Les deux se rapprochent de façon asymptotique, mais il reste toujours un fin espace vide entre les deux. Croire que le réel puisse se transmuter en langage dans le corps de l'écrivain est une superstition. Croire que le réel plus intense se dit plus intensément est une superstition. Croire que le réel va aller directement au lecteur par le truchement du corps de l'écrivain est une superstition. C'est croire que la fenêtre qu'ouvre le livre n'a pas de vitre, et qu'en se penchant un peu, on pourrait entrer dans le paysage. Mais c'est une illusion. Il y a une vitre infranchissable, qui est la page écrite. Et le paysage que l'on voit derrière est une hallucination créée par le langage. Emporter le lecteur, il n'y a que le littérateur pour le faire. Et paradoxalement, il le fait avec une humble activité de griffonnage. Souvent, l'écrivain aime à laisser croire que son activité de coloriage, de découpage et de collage de gommettes plonge dans la réalité même et ouvre à cette réalité. C'est un pieux mensonge qui fait du bien à tout le monde, tant on aime laisser croire que l'on fait des choses importantes. L'écrivain, quand il écrit, est assis devant sa feuille, rien de plus. Nous sommes là devant le paradoxe du comédien, tel que l'énonce Diderot. Paradoxe que l'on peut parfaitement appliquer à l'écrivain. Je vais vous donner quelques préceptes de Diderot, justement tirés de ce paradoxe du comédien. Comment la nature sans l'art formerait-elle un grand comédien, puisque rien ne se passe exactement sur la scène comme en nature, et que les poèmes dramatiques sont composés d'après un certain système de principes? Un autre. Mais quoi, dira-t-on, ces accents si plaintifs, si douloureux, ce n'est pas le sentiment actuel qui les produit? Ce n'est pas le désespoir qui les inspire? Nullement. L'acteur s'écoute au moment où il vous trouble, et son talent consiste non pas à sentir comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompez.
Après la pièce, l'acteur est là, las, fatigué. Et vous, triste, c'est qu'il s'est démené sans rien sentir. Et que vous avez senti sans vous démener. Et enfin, réfléchissez un moment sur ce qu'on appelle au théâtre être vrai. Est-ce montrer les choses comme elles sont en nature ? Aucunement. Le vrai en ce sens ne serait que le commun. On change comédien par écrivain et ça fonctionne très bien. Mais revenons à notre question. Comment ai-je fait pour écrire un roman qui raconte des événements que je n'ai pas vécus et que personne ne m'a racontés ? J'ai lu, bien sûr, j'ai lu des témoignages, j'ai vu des photos, des films. Alors, je vais faire une petite parenthèse, c'est que quand je vais parler de témoignages, je ne dis pas la même chose que littérature de témoignage telle qu'elle a été évoquée par M. Compagnon juste avant. C'est-à-dire que dans la période que j'ai considérée, il n'y a quasiment pas de littérature de témoignage, il y a du témoignage brut. Donc, il n'y a pas de Genevois de la guerre d'Indochine, il n'y a pas de Sandrars de la guerre d'Algérie. Donc, quand je dis témoignage, ça veut dire des gens qui ont raconté ce qu'ils ont vécu. Donc ce n'est pas du tout la littérature de témoignage dont il a été question, parce que là, ça poserait d'autres problèmes. Bien. Donc, j'ai lu des témoignages, j'ai vu des photos, des films, et puis surtout, j'ai écouté l'imaginaire français de la guerre, puisque j'ai vécu à l'intérieur pendant un demi-siècle. Et ça suffirait pour écrire un roman ? Mais la littérature est toujours faite de ça, d'un mélange imaginaire où entre du vécu, du lu, du vu, en un lent processus d'imprégnation. Quand Schoendorfer écrit la 317e section, il n'a pas vécu ce qu'il raconte. Il était dans cette région à ce moment-là. Il a connu des gens qui ont vécu ce genre d'événements qu'il raconte. Et il se met dans leur peau, il raconte à leur place. C'est un roman. Dans l'une des scènes les plus terribles de ce roman, à la fin, où il y a une partie de la section qui va disparaître dans un feu de brousse, donc où des hommes sont brûlés vifs dans ce feu de brousse, ce moment horrible et intense correspond à une image d'archive qui avait frappé Schoendorfer. Et il l'a placé là parce qu'il voulait en parler. Schoendorfer, ce n'est pas un guerrier. Il était cinéaste aux armées, il était amateur d'images, et surtout, il était écrivain. L'écrivain se glisse dans des expériences humaines qui ne sont pas les siennes. Il le peut car il n'est pas d'expérience humaine qui soit isolée. Toutes les expériences humaines forment un continuum. Chacun en possède la palette entière, en des formes plus ou moins développées. C'est une hypothèse anthropologique que je fais, mais c'est la base de notre humanité commune. Ce que vit quelqu'un d'autre peut le ressentir. Il n'y a pas d'irreprésentable, sauf à sortir de l'humanité. Ce qui est possible, car le psychisme cède lors d'expériences excessives. Mais là, il n'y a plus rien de communicable, plus rien de représentable, même pour celui qui l'a vécu. L'écrivain pratique la rêverie, au sens d'une empathie un peu hallucinatoire, ce qui lui permet de jouer de cette palette d'expériences, ce qui lui permet de comprendre en tous les sens du mot. Il a le talent de restitution par le verbe, c'est ce qui fait son métier. Comme le musicien ou le peintre ont chacun leur talent et leur métier longuement travaillé. L'écrivain exerce le métier de dire et celui qui lit ressent à son tour. Qu'ai-je lu pour essayer de comprendre ? Le domaine des guerres coloniales françaises comporte peu d'œuvres de littérature, peu de travaux sérieux d'historiens. Le domaine est en friche, mais il pullule de récits de vie, d'une multitude de témoignages. Des gens ont vécu des expériences violentes, des aventures extraordinaires, et après les avoir vécues, ou bien au soir de leur vie,
Ils veulent en témoigner. Ils veulent laisser une trace de tout ce qui a été vécu. Alors, j'en ai lu beaucoup, de toutes sortes, sur tous les supports, partout où je les trouvais. Mais comment faire ensuite pour raconter une aventure collective à partir de cet océan de petits faits vrais? Comment passer du témoignage factuel au roman? Utiliser des témoignages pour construire un roman se heurte à deux problèmes. Le premier problème du témoin, c'est qu'il est quelqu'un de précis, aux deux sens du terme, c'est-à-dire méthodique et délimité. Tous les témoignages, par principe, souffrent du syndrome de Fabrice. Le témoin n'est témoin que de ce dont il est témoin. Décrire un événement collectif nécessite de truquer un peu les perspectives, comme dans ces tableaux de bataille qui sont vus d'un point de vue que personne ne peut occuper et qui pourtant nous paraissent réalistes, on croit y être. Jusqu'au moment où on se pose la question de qui peut voir ça comme ça. Eh bien personne. Personne de tous ceux qui sont sur le tableau. Le peintre seulement, et puis donc le spectateur. Mais je m'intéressais aux détails, aux embryons de récits contenus dans une image, 3 mots, un geste. Je me suis glissé dans la peau de chacun de ceux qui racontaient leur vie. J'ai vécu 1000 vies. Il me semblait comprendre, encore une fois, aux deux sens du terme. Le deuxième problème du témoin, c'est sa sincérité. Ces hommes, alors comme j'ai parlé de guerre, j'ai essentiellement lu des récits d'hommes, ces hommes ont écrit au plus près de leurs souvenirs, en décrivant les faits du mieux qu'ils pouvaient. Du fait même de cette sincérité, et là c'est très injuste, ce qui est raconté, on le lit, on le comprend, mais on n'y est pas. Il y a moins de réel dans un témoignage que dans un roman, car avoir vécu n'implique pas la capacité de faire vivre. C'est une question d'usage de l'outil littéraire. Les témoins, dans leur sincérité, se posent des problèmes de circonstances, de faits, de précision, et ils essayent d'en rendre compte au plus simple, en usant d'un langage et d'une narration les plus transparents possibles pour que l'on voit bien. Du coup, les témoignages peuvent être pleins de verve et de sensibilité. Ils ne donnent pas à vivre. Ils n'emportent pas. Ils sont écrits avec une langue simple, à l'indicatif. On croit que le langage est transparent quand il est simple, mais c'est une illusion. En refusant la mise en scène au nom de la sincérité, au nom d'une notion de la sincérité qui n'est qu'une superstition, dans la plupart des témoignages, la langue est scolaire, la narration est naïve, la perspective absente. Toutes ces notions qui sont le lieu du roman sont laissées en friche, abandonnées à elles-mêmes au nom du vrai, et donc aussitôt remplacées par tous les poncifs en usage. L'écrivain, et je ne désigne pas là une excellence, mais un métier, l'écrivain se pose d'abord des problèmes de littérature. Le roman donne à voir, donne à sentir, donne à comprendre, et pour cela, il doit être écrit. Bien écrire fait partie de ces notions un peu vides dont on se contente, mais bien écrire, cela consiste simplement à jouer de l'instrument littéraire, c'est-à-dire prendre en considération les lois, les règles et les formes de l'écrit. Le roman est un genre amphibie qui vit tout autant dans la langue et ses règles que dans le réel qu'il raconte, alors que le témoignage prétend ne vivre que dans le réel, en évacuant toute question de langue. Mais c'est un déni, et on sait que dans le déni, ce que l'on voulait éloigner revient discrètement. Le lecteur lit, il n'a accès qu'à la langue écrite, et la réalité ne sera pleinement rendue qu'en se posant des questions de littérature, en se posant la question de la construction de personnages, car les personnages sont toujours construits, de la progression dramatique de la phrase, de l'harmonie sonore de la langue, de la gestion habile de l'information, de la mise en place de la dramaturgie à plusieurs niveaux, paragraphes, pages, chapitres, livres entiers. On peut avoir des prédispositions instinctives pour ça, mais c'est fondamentalement un métier, au sens d'une compétence acquise par une longue pratique.
Il y a des témoins écrivains, les Grossman, Junger, Barbus, mais ils sont l'exception. Ils sont la conséquence de ces moments historiques où tout le monde était jeté dans la guerre, écrivain compris. Il y a aussi Malaparte, par exemple, qui donne une réalité très intense à ce qu'il raconte. Mais Malaparte fabule beaucoup, encore plus que les autres. Le mentir vrai n'est pas une résignation. Ce n'est pas le petit arrangement nécessaire pour améliorer le récit. C'est la condition même de l'existence du récit. Le mentir vrai est l'âme de la littérature. C'en est le moteur, c'est lui qui emporte. Et paradoxalement, si les témoignages manquent de réalité, je veux dire de réalité sentie par le lecteur, malgré toute leur exactitude, de réalité globale qui permettent de comprendre, c'est qu'ils s'attachent scrupuleusement au vrai, manquant ainsi le réalisme littéraire, ce qui n'a rien à voir avec une recension méthodique du réel. La vérité romanesque n'est pas un catalogue de faits, n'est pas une série de détails, elle est un mouvement qui passe par des détails. Elle est un flux global, grandiose, puissant, qui a une capacité d'emprise sur le lecteur et qui entretient avec le réel non pas une relation d'exactitude, mais de résonance. Mais on ne peut guère faire mieux avec une œuvre de langage, car le langage jamais ne peut toucher le réel, car il est d'une autre nature. Mais bien sûr, sans témoin, je n'aurais jamais rien pu écrire. Tous les morceaux de réel qui ont donné vie à ce roman, je les ai trouvés chez eux. Mais je les ai transformés par la rêverie, qui me les faisait sentir comme vrais, et par la recombinaison, qui me faisait raconter des histoires fausses à partir d'éléments vrais, et par la mise en scène, qui me permettait de capter l'attention émotionnelle du lecteur. C'est le but que je me donnais. Bon, ça ne signifie pas que j'ai réussi. Mais je crois profondément à ce rôle de la fiction romanesque dans le rendu d'une réalité. Et je répète encore une fois que croire au réalisme supérieur d'un texte parce qu'il est tiré d'une histoire vraie n'est qu'une superstition. Quand le roman sonne faux, ça arrive, ce n'est pas parce qu'on a introduit du romanesque dans ce qui aurait dû rester du témoignage, c'est que l'on a mal réalisé le roman. Car le témoignage seul ne suffit pas à montrer ce qui fut dans toutes ses dimensions. Le roman, avec sa désinvolture apparente, avec son détachement apparent, mais son vrai travail sur ce que lit concrètement le lecteur, eh bien le roman le peut bien davantage, et même lui seul le peut. C'est le roman qui donne réalité à ce qu'on lit. Alors maintenant, je sais ce que je peux répondre quand on me posera la question fatale qui revient toujours. Mais comment avez-vous fait pour lire ça alors que vous ne l'avez pas vécu ? Et bien je répondrai, eh bien justement, je ne l'ai pas vécu. Je crois que ça devrait suffire. Merci. Merci beaucoup. Ça fait un parfait contraste avec l'exposé de la semaine passée qui portait sur Jean Norton Cru et qui est un radicaliste du témoignage. Et au fond, l'exposé que vous nous avez tenu est assez fidèle aux réponses que Barbus et d'Angelès lui ont faites à ce moment-là sur la vérité romanesque et la possibilité seulement pour le roman de multiplier les points de vue et d'avoir cette vision complète. Mais Barbus et d'Angelès avaient quand même une expérience de première main. Et Tolstoï, s'il était né trop tard pour les guerres napoléoniennes, avait connu d'autres guerres. Donc l'argument, c'était les uns et les autres, vous l'avez très bien dit à la fin,
c'est ce que Duhamel disait dans le propos que je rapportais tout à l'heure. Ce n'est pas la guerre qui les a fait écrivains. Ils étaient écrivains avant ou sans la guerre. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'ils ont écrit une œuvre. C'est ce que dit Duhamel. La guerre n'a pas fait des écrivains. C'est ça qu'il cherche à nier. Mais en même temps, c'est à partir d'une expérience que d'autres sont reconstruites dans tous ces cas. Donc il y a à la fois votre discours est très proche de ce que ces romanciers ont pu objecter à Norton Crue, qui déniait toute littérature sur la guerre pour exiger une parfaite sincérité du témoignage. Et en même temps, l'expérience était là. Et chez Grossman aussi. Correspondant de guerre, c'est une position, on ne peut pas dire idéale, mais c'est une position remarquable pour voir la guerre de différents côtés. C'est vrai que, c'est en écoutant votre cours la semaine dernière, j'ai eu un moment de flou en me disant, voilà, mais c'est vrai que ce que je dis finalement est assez étrange parce que on peut trouver en effet plein de contre-exemples. Bon, mais alors ce dont je parle, c'est pas tout à fait la même chose. On est c'est-à-dire que témoignage et littérature n'ont pas le même sens maintenant et également à la période qui m'avait intéressé, donc cette période des années 50, 60. Ça n'a pas le même sens qu'en 1914. Quand, en 1914, on attaque la littérature et on veut du témoignage, on attaque une littérature qui est une littérature, on va dire, héroïque, un petit peu, cette littérature d'officier, un peu loin du terrain, et avec toute ce fantasme sur la guerre qui formerait l'homme, qui forgerait l'homme, etc., etc. Et puis cette littérature patriotique. Donc c'est vrai que par littérature, on entendait ça. Et donc, contre... que Duhamel appelle pompier. Voilà, toute cette littérature pompier. Donc, on appelle un témoignage, mais un témoignage qui est un témoignage de gens comme Genevois, comme Dorgelès, comme Barbus, etc., qui sont des écrivains. Bien, moi, je me place dans une autre perspective. J'ai consulter, on va dire, un corpus complètement différent, c'est-à-dire sur les guerres coloniales, on dit les œuvres littéraires, il y en a extrêmement peu. Et même des œuvres de littérature pompière, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a énormément de témoignages, c'est-à-dire de gens qui, en leur propre nom, disent j'ai vécu ça, puis j'ai vu ça, puis ils en mettent quelques photos. Alors, jusqu'à une époque, c'était dans des publiés, il y a des maisons d'édition spécialisées là-dedans, dans les souvenirs de guerre, etc. Il y a des éditions également à compte d'auteur. Et puis maintenant, sur Internet, on en trouve énormément. C'est-à-dire que c'est plus facile que de faire un livre à compte d'auteur. Donc là, on a du témoignage brut. Et moi, ce que j'appelle littérature, c'est pas du tout la littérature d'avant 14, c'est ce qu'on appelle maintenant littérature, c'est-à-dire quelque chose qui est une littérature vivante, moderniste, dynamique, qui essaie justement de se poser la question véritablement de la littérature. Donc en fait, les termes sont un petit peu différents. Et le corpus est un petit peu différent, l'époque est un petit peu différente. Et c'est vrai que, pour Grossman, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a publié récemment des carnets. Il était correspondant de guerre sur le front. Il y avait des carnets, et dans les carnets, il y a des scènes qui pourraient passer dans Vie et Destin directement, parce que on voit bien que c'est complètement alimenté par son travail de reporter. Bon, n'empêche que Vie et Destin, c'est quelque chose de bien plus grand que simplement un roman de guerre. C'est quelque chose qui est un des grands romans sur la vie dans un système totalitaire. Et la guerre n'en est qu'une partie. Donc c'est le roman. Il aurait publié ses carnets de guerre, ça aurait été intéressant.
un magnifique témoignage. Il a fait quelque chose d'énorme, qui est l'avis de cette partie du monde qu'on connaît mal, qui a été le monde communiste, et la vie sous Staline est expliquée, est sentie, est décrite par quelque chose qui est le roman. Et le témoignage n'y suffit pas. Voilà, donc je comprends tout à fait ces objections que vous me faites, elles sont tout à fait justifiées et elles m'ont fait douter à un moment donné de ce que je voulais dire. Mais voilà, l'époque n'est pas le même et le sens des mots n'est pas tout à fait le même. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, vous disiez que ces expériences des guerres coloniales n'ont pas produit de littérature. Bon, l'expérience de la guerre de 14-18, il a fallu attendre les années 30 pour avoir quelques grands livres. C'est ce que disait Thibaudet dans le passage que j'ai évoqué aujourd'hui. Il aurait voulu une littérature immédiate, mais la littérature immédiate, on ne peut l'avoir qu'après un long détour qui rend les choses plus complexes, qui décontextualise, et c'est Céline ou Giono ou Drieux-La Rochelle, enfin les livres publiés dans les années 30. C'est vrai que dans les années 20, on aurait pu dire qu'il n'y a pas eu de grande littérature de la guerre, mais les guerres coloniales, il y a bien plus de 30 ans qu'elles sont passées. Alors ça veut dire qu'il n'y en aura jamais, que c'est une question intéressante. Pourquoi cette expérience-là Alors, c'est vrai qu'il y a très très peu de choses. Alors, sur la guerre d'Indochine, il y a quelques œuvres oubliées, des choses comme Jean Hougron par exemple. Alors bon, avec toutes les pincettes que l'on peut prendre face à cet auteur, il y a Lartegui qui a raconté ça, et Schoendorfer a raconté ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont des gens qui soit sont oubliés, soit ont toujours été en marge en fait. Un Schoendorfer, comme écrivain, je le trouve extraordinaire. Mais son œuvre a toujours été périphérique par rapport au monde littéraire parce que on ne sait pas quoi en faire, il est seul de son espèce. Et puis, de cette histoire-là, on ne sait pas quoi en penser. C'est-à-dire que les guerres coloniales sont quand même des guerres qui sont encore très difficiles à penser. Le fait colonial est difficile à penser. Les historiens sont encore, à mon avis, au début d'un vrai travail sérieux sur ce fait colonial. Et c'est encore tellement tendu, cette histoire-là, qu'on n'arrive que difficilement à en raconter quelque chose. Alors, l'espèce de pirouette finale de ce que je racontais, c'est-à-dire comment vous avez fait pour écrire ça alors que vous ne l'avez pas vécu, et que je dis justement, me dit que il y a quelque chose de vrai quand même là-dedans, puisque par hasard, personne dans ma famille n'a participé à quoi que ce soit entre 1942 et 1962. Par une suite de hasards, on va dire, personne n'a pris part à aucune de ces guerres. Bon. Donc du coup, je n'ai pas de tradition familiale avec des tontons qui ont fait ci, des grands-pères qui ont fait ça. Et il n'y a pas souvent ce lourd secret de famille de celui qui est revenu d'eux puis qui n'en a jamais parlé, etc. etc. Donc, j'avais personne à défendre, personne à accuser. Et au départ, finalement, tout ce sujet-là était pour moi matière romanesque, mais matière romanesque qui infusait dans tout le corps social. C'est-à-dire que cette histoire des guerres coloniales, elle est totalement présente dans la société française contemporaine. En fait, on y pense toujours sans en parler jamais. Et nos rapports, on va dire, un petit peu tendus avec l'étranger, l'immigré, etc., viennent prendre leurs racines dans cette histoire-là qui n'est pas racontée. Et pourquoi on n'arrive pas à la raconter ? Parce que dès qu'on commence à essayer de savoir ce qui s'est passé, eh bien, personne n'est d'accord avec personne. La guerre d'Algérie, c'est extraordinaire pour ça.
il y a au moins 12 belligérants qui se sont tous à un moment donné entretués les uns les autres, qui se sont tous trahis les uns les autres, qui se sont tous massacrés de la façon la plus violente qui soit, et à la fin, tout le monde est sorti de là en pensant être la victime. C'est étonnant, et il est très difficile d'arriver à raconter une histoire globale de ces événements, puisqu'il n'y a aucune structure simple. Au moins, raconter la Seconde Guerre mondiale, c'est bien. Il y a des méchants, assez nets. Alors après, quand on a commencé à essayer de creuser ce qui s'est passé en France, c'était plus compliqué. Parce que là, c'était plus en demi-teinte. Mais au moins, on sait quels étaient les méchants. Et voilà, on peut avoir tout un récit un peu officiel de cette Seconde Guerre mondiale. De la guerre d'Algérie, j'avais évoqué dans le livre ce film extraordinaire qui est La bataille d'Alger, qui est une simplification outrageuse de cette guerre, puisque en gros, on dit que la guerre d'Algérie, c'est le FLN contre les parachutistes. S'il y avait eu que ça aurait été simple. Mais c'est une simplification terrible de ce qui s'est passé, et toute œuvre littéraire et cinématographique qui parle de la guerre d'Algérie, c'est une œuvre qui traite de la complexité. Et parce que même que ce soit en littérature ou au cinéma, toujours une œuvre honnête, on va dire, ne peut traiter que de l'extrême complexité, de l'extrême ambiguïté de cette guerre. C'est très très difficile, et souvent ceux qui l'ont vécu ont quelque chose à défendre. Ils ont leur mémoire à défendre, et ils ont la mémoire de leur groupe à défendre. Et quelqu'un, finalement, qui n'y connaît rien, qui ne l'a pas vécu, et qui n'a pas de famille qui soit liée à quoi que ce soit là-dedans, finalement, peut, dans sa grande naïveté, avoir une vision un petit peu détachée de cette histoire-là. Donc c'est peut-être en effet, parce que je n'ai pas vécu, que dans la France contemporaine, encore très tendue et très affrontée sur ce problème, j'ai pu faire ce roman-là. Je pensais, pendant que vous parliez, là, en vous écoutant là juste maintenant, à un livre qui traverse cette histoire. Il y a des livres, comme Michel Déon, Les Poneys sauvages, traverse cette histoire de la libération. Enfin, il commence même un peu en amont, et va aussi au-delà après la guerre d'Algérie, va encore à d'autres guerres. Donc, alors, voilà un livre qui traverse. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Mais par rapport à la masse de livres qui traitent de la guerre de 14, et de livres extrêmement... Alors, il y a de tout dans le corpus qui traite de la guerre de 14, comme vous l'avez dit, du plus patriotique délirant jusqu'au témoignage, tranche de vie, etc., d'œuvres de qualité, il y a de tout. On serait bien en peine de rassembler un corpus bien consistant sur ces guerres coloniales. Enfin, il y a beaucoup moins de livres. Et il y en a peu qui en font le sujet. Voilà. Mais il y a quand même des livres, mais c'est assez rare par rapport aux deux guerres mondiales qui ont produit beaucoup plus d'œuvres importantes. J'ai pas retenu qui était le critique que vous avez cité au début, qui vous reprochait. C'est Jacques Henrique. Henrique. Ouais. Voilà. Qui doit être une génération qui a... Voilà, qui justement, qui est de la génération de la guerre d'Algérie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un certain nombre d'écrivains qui ont traversé cette guerre. Alors, il y a un peu plus de choses sur la guerre d'Algérie, parce que aussi, justement, démographiquement, une grande quantité de jeunes gens y sont allés, et dans cette classe d'âge, il y avait un certain nombre d'écrivains qui ont ramené quelque chose. Des gens comme Bourjat, des gens comme Zimmermann ont écrit des choses qui sont passionnantes, mais qui sont souvent des petites vues d'un petit point de vue, parce que quelque chose d'assez impressionniste, parce que
essayer d'en avoir une vision globale, c'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand on y est allé et qu'on a souffert en son corps et en son existence de cette ambiguïté, de cette violence, de cette trahison permanente de tous par tous. C'est finalement l'horreur psychique de cette guerre rend l'écriture difficile. J'ai été épargné par l'horreur psychique de cette guerre. J'en ai que les échos qui flottent autour de moi dans la France contemporaine. Donc c'est bien plus facile. Oui, de ce point de vue, la guerre d'Algérie est plus comparable à la guerre de 14. Elle a duré longtemps et les classes d'âge qui y sont allées ont été très nombreuses. Donc c'est une expérience qui, comme je disais, qui a touché beaucoup plus largement. Oui. Bon, sur les guerres coloniales, on peut dire qu'il y a eu un long interdit aussi de reprise dans la littérature de ces épisodes de la mémoire nationale. Mais cela semble tout à fait terminé, cette période. Qu'en pensez-vous, ça, d'un certain retour de la littérature de guerre dans la littérature française aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années? Je pense que c'est une sorte de nécessité un peu vitale. Bon, alors, ça c'est un peu l'hypothèse que je fais dans le livre, c'est-à-dire que la violence sociale liée aux différences ethniques dans notre société française prend ses racines dans ces guerres coloniales. Et comme ces guerres coloniales ne sont pas résolues, finalement, comme elles ne sont pas véritablement terminées au sens où, en 62, De Gaulle a pratiqué une amputation plutôt qu'une résolution. Donc ces guerres sont restées un petit peu en l'état, et c'est quelque chose qui ronge en fait une certaine identité française. Là, c'est mon hypothèse, qui est l'hypothèse d'un romancier, donc qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que ces difficultés, on va dire, d'intégration que nous avons dans la France contemporaine sont liées à la non-résolution de nos rapports à l'ex-empire et nos rapports à cette violence coloniale et à la violence de ces guerres coloniales. Et c'est quelque chose où finalement qu'on n'ose pas trop toucher, mais qui devient nécessaire de toucher parce que nous sommes dans un moment de flottement identitaire dans la France contemporaine. Et je crois que si l'intérêt pour les colonies, l'empire, les guerres, etc. revient, c'est parce qu'on ressent très cruellement en ce moment ce flottement identitaire. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Et ce nous, c'est qui? Pendant très longtemps, en France, on a su ce que c'était, nous. En 14, ça ne posait pas trop de problèmes. On savait ce que c'était la France, avec un grand F. Nous, on savait ce que c'était. On pouvait dire nos troupes. Maintenant, on ne sait plus qui c'est. Et dans les médias, maintenant, on ne dit pas nos troupes sont au Mali, on dit l'armée française est au Mali. On demande qui parle. Enfin, c'est très étrange. Et je pense que ce flottement identitaire est très douloureux en ce moment. Et il y a une nécessité de retour sur ce passé-là, sur ce passé qui a été laissé en friche pendant des années, et qu'il est nécessaire de réévaluer, de raconter tout simplement. Moi, je suis extrêmement frappé de voir que, quand j'ai écrit ce livre-là, des gens de ma génération, donc moi j'ai 50 ans, des gens qui me regardaient, des amis qui me regardaient avec des yeux écarquillés, qui disaient « Oh, mais comment tu sais tout ça ?» Et moi je les regardais avec les yeux écarquillés, mais je dis « Mais vous ne le saviez pas ?» Et il y a une méconnaissance de ce que, par exemple, sur la guerre d'Algérie, en gros, les Algériens étaient colonisés, ils ont voulu se libérer, il y a eu de la torture, et puis après, ils ont eu l'indépendance. Chez beaucoup de gens de ma génération, la représentation, c'est un peu ça. Alors, mettre un petit peu de complexité, ça apparaît comme extrêmement étrange. Ça montre la nécessité urgente de retrouver cette complexité, de retrouver qui sont les gens qui ont fait ça,
c'est pas pour distribuer les culpabilités. C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé vraiment humainement là-bas, qu'est-ce qui se passe humainement ici, qu'est-ce que c'est que cette histoire collective que nous avons vécue. Il y a une sorte d'aveuglement sur cette histoire collective, et je crois que maintenant, bien longtemps après, 50 ans après, c'est peut-être le moment de revenir là-dessus et d'essayer d'en avoir une vision claire et qui essaye d'éviter toutes ces voiles qui ont recouvert pudiquement cette histoire-là. Et peut-être qu'en effet, des gens de ma génération, puis des gens des générations plus jeunes, peuvent maintenant voir tout ça, voir cette histoire et essayer de la raconter. Non pas d'en témoigner, etc. Ça y est, c'est fait le témoignage. Il y a des stocks de témoignages. Mais d'essayer de la raconter globalement. Et ça, la globalité du récit, il n'y a que le roman qui sait faire. Ou le cinéma, enfin, de la narration. Le témoignage ne suffit pas. Voilà. Oui, vous avez justifié la construction du livre avec les deux récits qui se rejoignent parfois, le récit contemporain, le récit cadre et le récit dans le récit de cette façon. Bien. Et la littérature de guerre continue de vous intéresser ou c'était la littérature m'intéresse, voilà, d'abord. Et puis après, la littérature de guerre, alors, ça intéresse tout le monde, la littérature de guerre. Les films de guerre, ça intéresse tout le monde. Dans une salle de cinéma avec un film de guerre, la salle est pleine. Pourquoi ? Parce que finalement, il est question... c'est comme le début de l'art de la guerre de Sun Tzu. La première phrase, c'est la guerre est d'une importance vitale, car il y est question de la vie et de la mort. Voilà. La littérature de guerre intéresse, même si on ne l'a pas faite et on ne la fera jamais, tout simplement parce qu'il est question, brutalement, de la vie et de la mort. De façon très directe. Or, dans quel autre type de littérature peut-il y avoir comme ça une description de la vie et de la mort, ce qui est quand même des choses partagées par tous. Donc c'est vrai que la littérature de guerre m'intéresse, mais sans... C'est pas parce que... pas par une sorte d'excitation malsaine, c'est parce que, où parle-t-on de la mort et de la vie en général et de ce sens-là, ailleurs, aussi bien et aussi fortement et aussi violemment que dans la littérature de guerre. Donc c'est toujours très intéressant. Bien, écoutez, merci. Merci.